Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine prône une réponse globale contre le terrorisme. Face à la fébrilité de certaines structures de défense, les pays membres de l'organisation se sont engagés à réactiver des mécanismes sécuritaires oubliés. Le plus grand navire hôpital civil du monde vient d'être inauguré au port autonome de Dakar au Sénégal. Le Global Mercy a vocation à se déplacer dans les ports des pays du continent qui le souhaitent afin d'offrir des soins chirurgicaux aux populations les plus vulnérables. Et le styliste designer sénégalais Mike Silla est l'invité de cette édition. Ce créateur de tendance qui habille les célébrités vient de recevoir la récompense du styliste designer de l'année 2022 lors d'une cérémonie primant les talents de la mode dans le Massachusetts aux États-Unis. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le dépôt de candidature pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale a pris fin ce mardi 31 mai. C'est ce même jour que le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo, qui assure l'intérim au perchoir, a déposé sa candidature. L'opposition a quant à elle connu quelques difficultés pour désigner ses candidats. Le PDCI n'avait toujours pas officiellement investi de candidat ce mardi à la clôture du dépôt des dossiers. La seule candidature du PDCI était celle de Jean-Michel Amankou, qui a publié sa candidature une dizaine de jours auparavant sans l'aval de son parti. Rappelons que l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale est prévue le 7 juin. Elle intervient après le décès d'Amadou Soumaoro le 7 mai dernier des suites d'une longue maladie. L'Union africaine plaide pour une réponse régionale et nationale contre le terrorisme en Afrique. L'organisation panafricaine s'est fermement engagée à allouer une enveloppe adéquate aux initiatives et aux programmes nationaux visant à renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme. Les explications de Nathalie Mo. Alors que les 5 principaux blocs régionaux font dorénavant face aux attaques terroristes, des craintes naissent quant à l'avenir de l'une des principales initiatives conjointes de lutte contre le terrorisme, le G5 Sahel. Après l'annonce le 15 mai 2022 du retrait du Mali de la force régionale de sécurité, le Niger et le Tchad, membres du G5 Sahel, tentent des médiations. Pour l'Union africaine, le G5 Sahel est un modèle de mécanisme qui mérite d'être reproduit à l'échelle du continent. Le terrorisme n'est pas de nature ni d'origine africaine. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler en collaboration avec la communauté internationale, nos autorités militaires, avec les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine dans différentes parties du continent ainsi que les missions régionales de paix pour éradiquer ce fléau. Face à la menace croissante de l'extrémisme violent, les pays membres de l'Union africaine sont engagés à réactiver des mécanismes sécuritaires oubliés. La mise en opération de la force africaine en attente, en formation depuis 20 ans, ainsi que la concrétisation des recommandations de la déclaration d'Accra signée le 15 mai 2022. Nous espérons la conclusion cette année du mémorandum d'entente entre l'Union africaine et les mécanismes régionaux et les communautés économiques régionales. Nous croyons que l'opérationnalisation effective de la force africaine en attente se concrétisera. L'Union africaine prône une réponse à la fois globale, régionale et nationale contre le terrorisme. L'organisation panafricaine, dans sa déclaration finale clôturant le double sommet de Malabo du 25 au 28 mai 2022, s'est engagée fermement à fournir une allocation budgétaire adéquate pour les initiatives et programmes nationaux visant à renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les crises politiques et sécuritaires responsables d'une fragilisation de la situation humanitaire en Afrique ont fait l'objet de 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, à la fin du mois de mai. À cette occasion, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a fait part de son inquiétude concernant la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Un recul démocratique selon lui. Les explications de Nathalie Mo.
Fervent militant de la paix, le président de l'archipel de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a marqué sa grande inquiétude sur les crises politiques et sécuritaires qui préoccupent l'Afrique. Des questions qui ont fait l'objet d'un double sommet sur les crises humanitaires causées par le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Guinée équatoriale du 25 au 28 mai 2022. Pour le dirigeant santoméen, la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest représente un important recul de la démocratie sur le continent. Le changement constitutionnel de fonctionnement des pays, nous croyons que ça c'était déjà du passé, mais ça revient. Et ça revient pourquoi? Il faut connaître les causes, les combattre et changer parce que personne ne veut. Tout le monde souhaite vivre en démocratie. Pour le président Villanova, des solutions existent pour préserver la paix et la stabilité dans les pays africains. Selon lui, la plupart des 1,4 milliard de personnes qui peuplent le continent ont besoin d'une amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a révélé qu'environ 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et 282 millions sont sous-alimentés sur le continent. Je crois que notre combat, c'est contre la pauvreté, contre la misère, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des gens. Et tout le chef d'État ici présent, je sais, il n'y a pas un que dans son pays ne veut pas faire ça. Donc maintenant, il faut réunir des conditions pour le faire. Sao Tomé et Principe, État insulaire de l'Afrique centrale, est considéré comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique depuis plus de 30 ans. Son chef d'État Carlos Villanova a succédé au président défunt Evaristo Carvalho au terme du second tour de l'élection présidentielle de septembre 2021 avec 57,6% des voix. Également dans l'actualité, l'Égypte veut diversifier les sources de financement de son économie. Le pays des pharaons s'apprête à émettre un sukuk souverain de 2 milliards de dollars et emprunt obligatoire libellé en yuan chinois d'ici la fin du mois de juin. Le but des opérations, mobiliser les financements nécessaires aux projets d'investissement inclus dans le plan de développement économique et social mené par le gouvernement égyptien en attirant une nouvelle catégorie d'investisseurs. Améliorer les soins chirurgicaux sur le continent, c'est la mission du navire Global Mercy qui a été inauguré le 30 mai au port autonome de Dakar, au Sénégal. Une inauguration en grande pompe en présence des chefs d'État sénégalais, comoriens et bissau-guinéens. Une initiative de l'ONG Mercy Ship à l'attention des couches les plus vulnérables de la société. Les explications de Philomène Tine. Doté de 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques, un laboratoire pour la formation des chirurgiens et infirmiers, le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe de la technologie. Déployé par l'organisation non gouvernementale Mercy Ship, Global Mercy, le plus grand navire hôpital civil au monde, est arrivé à Dakar depuis le 27 mai 2022. Je rappelle qu'en septembre 2019, nous étions ensemble réunis dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la construction d'un second bateau destiné aux activités en Afrique. Objectif atteint, puisqu'en moins de 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui à bord de ce plus grand navire hôpital civil au monde. Le Global Mercy est un navire hôpital à passagers de 174 mètres de long, 28,6 mètres de large et une jauge brute de 37 000 tonnes. Le Global Mercy a pour mission de renforcer les systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques au profit des couches les plus vulnérables de la société. Pour moi, la chose qui est plus importante, c'est le fait qu'on donne l'espoir et la guérison. C'est 2 choses. Nous, on trouve c'est extraordinaire qu'on peut venir, on peut chercher les gens qui peut-être pas le moyen, on donne le soin. Bien sûr, on donne la guérison, mais ce qu'on donne aussi, on aime le fait que les gens qui sont mis à côté de la société pour avoir un nouveau départ dans la vie. Pour rappel, un symposium international consacré au renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques en Afrique à l'horizon 2030 a été organisé à Dakar du 4 au 5 mai 2022. Un moment de réflexion sur les voies et moyens pour améliorer les soins chirurgicaux sur le continent.
Ni favoris ni outsiders, les Africains n'ont pas fait long feu sur la terre battue de Roland-Garros à Paris, en France. Ce tournoi de tennis, qui est l'un des 4 tournois du Grand Chelem, ne compte désormais qu'une seule joueuse du continent, la représentante sud-africaine Gotsaso Manjane en handisport. Le point avec José Douglas. D'abord, la Tunisienne Ons Jabeur, sur qui tous les espoirs étaient fondés. Jabeur, née à Zahra Helal et professionnelle depuis 2012. Elle a remporté son premier tournoi en simple junior de 2012 à Roland-Garros. Elle a été battue par la Polonaise Magda Linette en 3-7. Et que maintenant les gens regardent le tennis comme ils regardent le foot, donc c'est comme une fête nationale quand Jabeur gagne, tu vois, comme la Tunisie gagne en foot, et c'est incroyable de voir que tous les Tunisiens s'intéressent au tennis. L'autre espoir féminin, l'Égyptienne Cherif Mayar, a passé le premier tour en battant l'Ukrainienne Marta Kostrik, mais a déclaré forfait pour le deuxième face à la Slovène Tamara Zidansek. Et puis 2 clins d'œil d'abord à Djorilfried Tsonga qui met un terme à sa carrière. Tsonga, dont le père est un ancien handballeur, Didier Tsonga, originaire du Congo, pour son tout dernier match face à Casper Ruud à Roland-Garros. Il se blesse à l'épaule au moment de servir pour revenir à 2 manches partout. Je me sens à la fois évidemment soulagé de savoir que c'est le dernier, parce que j'ai quand même mon esprit et mon corps qui me disent que c'est l'heure d'arrêter. Autre clin d'œil, c'est à celui qui a tenu tête à Rafael Nadal, Félix Auger-Aliassime, seulement 22 ans. En 2015, il devient le plus jeune joueur à avoir été classé dans les 800 premiers joueurs mondiaux. Et sachez qu'il est natif de Montréal, mais son père Sam est originaire du Togo. Sur le plan humanitaire, il finance l'éducation dans la région de la Kara au Togo. Il a failli renverser Nadal après 4h20 de match et perd en 5-7. Ouais, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. C'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même s'il a haussé son niveau de jeu, j'ai eu quelques creux, physiquement, mentalement. Roland-Garros, c'est aussi le trophée des légendes qui débute ce mardi 31 mai. Cette fois, Yannick Noah, qui vient de terminer un documentaire le concernant, ne sera pas présent sur les cours. Le documentaire était très bien, vraiment bien documenté. Vraiment, c'est la vie de Yannick, on en retient encore plus. Et le tennis fauteuil, et nous suivrons la Sud-Africaine Gotsaso Manjane qui a franchi le premier tour et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Il a déjà 30 ans de carrière dans ses souliers, un lourd bagage qui lui permet de se faire une place parmi les grands noms sur la scène de la mode internationale. Le styliste designer sénégalais Mike Sylla a récemment été primé styliste designer de l'année 2022 lors de la cérémonie des Remarkable Awards 2022 qui s'est tenue dans le Massachusetts aux États-Unis. Son univers de mode et ses collections innovantes séduisent les célébrités. Il est l'invité de cette édition. Bienvenue Mike Sylla. Bonjour. Vous avez été donc désigné styliste designer de l'année 2022. Ce n'est pas votre première récompense, mais que représente cette distinction pour vous? C'est une consécration en plus. C'est aussi une façon en fait de me dire que ça a été un long chemin, mais finalement ce qui est important, c'est de trouver des ouvertures qui permettent en fait de se dire que des challenges qu'il faut en avoir dans la vie. Et puis c'est pour moi aussi une façon en fait d'apporter beaucoup de belles énergies par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de montrer par le monde à travers mes créations. C'est une forme en fait de continuité du travail que j'ai toujours essayé de mettre en place. Alors des belles énergies, vous en avez démontré quand vous avez été le premier Africain à inscrire votre nom dans le palmarès du Design Choice Award Miami International Fashion Week, c'était en 2013. Oui. Comment percevez-vous cette position de précurseur? L'avant-gardisme m'a toujours habité depuis Dakar, depuis la Médina où je suis né. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de toujours montrer l'originalité de la création. Étant fils d'alchimiste, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer un tout petit peu ce que l'Afrique a de meilleur, cet esprit de partage, cet esprit d'innovation et d'apporter un développement au travail artistique. Parce que c'est aussi un vecteur sur lequel je m'appuie pour montrer
à la jeunesse, qu'on peut arriver à trouver des ouvertures sur lesquelles on s'appuie pour construire, pour développer, pour aussi montrer le talent que l'Afrique a. Et c'est important pour moi de donner cet élan parce que c'est un espoir, c'est donner à la jeunesse et aussi donner à la créativité africaine sa place sur le plan international. Et quels sont justement vos conseils pour la jeune génération? C'est de leur dire de comprendre que les chemins divergent, mais c'est aussi surtout le talent qu'il faut qu'ils cherchent, c'est de créer des labels, c'est de pouvoir donner aussi la chance aux jeunes artisans de croire en eux, de croire à l'énergie en eux et à leur travail, parce que c'est aussi par là que les choses vont se passer. C'est plus que jamais la continuité de ce qu'eux, ils auront à apporter, et puis d'être patient et de savoir aussi utiliser les outils sur lesquels ils peuvent toujours être sûrs que ça peut payer à un moment donné. Et que manque-t-il, selon vous, aux designers africains pour émerger aujourd'hui et se faire une place en haute couture ou parmi les grands? C'est de continuer à toujours développer des choses sans attendre forcément d'être reconnu sur le tas, ne jamais être pressé, et puis croire surtout à cette innovation qu'ils ont toujours œuvré, qu'ils ont toujours apporté en eux. Et c'est aussi une façon en fait de dire à la jeunesse africaine que plus que jamais l'Afrique est à la mode, on n'a jamais été démodé. On est toujours un continent qui regorge de talent, de créativité et comme je disais tout à l'heure, d'innovation. L'avant-gardisme africain est toujours au rendez-vous. Tous les grands créateurs se sont inspirés de ce continent. Il est un continent où c'est intarissable. Donc d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, on retrouve toujours cette belle créativité. Donc on a un continent sur lequel vraiment on peut être fier. Et je l'ai montré de toutes les façons quand je vais parfois à New York ou quand je me retrouve à Los Angeles ou dans d'autres continents. L'Afrique les émerveille, l'Afrique les interpelle. Et ça, c'est un grand atout. Il faut qu'on sache qu'on a de quoi pouvoir être fier de nous-mêmes. Si vous deviez qualifier votre travail, vos créations en 3 mots, quels seraient ces mots? Moi, c'est surtout J'aime tout ce qui est original, le wearable art, de l'art porté. J'aime apporter des messages. J'aime montrer aux autres ce que l'Afrique a de plus cher, de plus précieux. Cet esprit d'innovation et puis d'avant-gardisme, c'est les deux associés. Et puis de montrer la force de nos messages, de nos cultures, de nos images, de nos couleurs. Voilà, l'Afrique est plus que jamais, comme je disais, intarissable comme créativité, mais c'est surtout aussi cette force de montrer face au monde qu'on est un continent de maintenant et de demain. Et quels sont vos projets dans le proche avenir? Quelles sont les grandes dates qui vous attendent? Là, normalement, sur le mois de juin, on y est déjà. Il y a mon frère Maximilien Dieudonnou qui organise un salon international sur l'Afrique qui va se passer à Villepinte, c'est du 22 au 26. Donc je serai présent avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'est battu pour monter ce festival qui s'appelle, j'allais dire, cette foire qui s'appelle l'AFIA. Et pour moi, c'est intéressant d'y être. C'est aussi montrer l'innovation africaine. C'est montrer ici à Paris que l'Afrique est aussi, avec ses créatifs, avec ses labels, qu'on peut vraiment montrer quelque chose de complètement nouveau avec une bonne représentativité. Voilà. Merci Monsieur Mike Sylla d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes styliste designer sénégalais. Absolument. Et que vous venez d'être primé styliste designer de l'année 2022. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.